Salam alaikum et bonjour à tous les pays francophones. Bien sûr, bienvenue à James Corps DZ avec comment reconnaître votre type de corps. J'avais bien élaboré en partie 1 et 2 et je croyais que j'avais vraiment fait, je crois, vous me dites. J'ai fait un boulot qui était très compréhensif et très simple. Maintenant, j'invite quelqu'un pour prendre ce sujet à un niveau qui est vraiment so deep, comme on dit en anglais, c'est profond. Ce qui va me faire de la peine, c'est que les gens qui sont en train de regarder cette vidéo, les gens qui n'ont pas de patience, ils ne vont pas prendre le temps. Enfin, j'espère que tout le monde va regarder toute la vidéo, qui va être avoir d'autres parties. Parce qu'on était on avait vraiment élaboré sur le sujet que on devait faire une troisième vidéo, une troisième partie. Non, ça s'est avéré qu'on a 4 parties totales. Je vous présente bien sûr monsieur Frédéric Delavier, que tout le monde connaît et que j'ai vraiment, je suis très chanceux, comme ça se dit en français, chanceux c'est ça, de l'avoir comme guest sur James Corps DZ parce que le mec, il est fascinant. Donc, voici la partie numéro 3. De la partie du numéro 3, on va voir encore 3 autres parties parce que, comme peut-être je l'ai dit auparavant, la vidéo devait durer à peu près 15 à 20 minutes. Ça, c'est avéré qu'il avait tellement de connaissances. Je ne voulais pas arrêter et je voulais partager ça avec vous. Donc, si je vous encourage à vraiment prendre le temps et vous éduquer sur ce qu'il va dire parce que ça va vous éblouir. Ok, je vous présente bien sûr monsieur Frédéric Delavier. Et here we go! Il y avait un noir qui s'entraînait avec moi pour les compètes. La dernière minute, il avait du mal à vraiment perdre de l'eau. Il était obligé de... Mais il était sec, mais il avait toujours de l'eau. Il avait toujours de l'eau. Il était sec, il n'avait pas de gras, mais il avait de l'eau. Tu sais pourquoi les noirs font de la rétention d'eau et ça pose un problème parce qu'ils ont souvent de l'hypertension hydrique. Tu sais, il y a 2 types d'hypertension. Il y a l'hypertension nerveuse, tu vois, du système nerveux qui a été abîmé, qui a dégénéré un peu avec le temps, et l'hypertension hydrique, donc par excès de rétention d'eau. Alors les Européens, eux, ils font de l'hypertension hydrique, pour quelle raison, nerveuse, pour quelle raison? Les Européens, c'est un angoissé. Donc ceux qui ont survécu, c'est ceux qui préparaient l'hiver, tu vois, qu'il fallait faire des maisons dures, fallait accumuler du grain, tu sais, c'est ce côté j'accumule et je pille la planète aussi. C'est le problème de l'Européen, c'est cette angoisse de l'hiver qui l'a fait survivre, le fait piller le monde entier. Tu sais, l'Européen, la puissance se donne par l'accumulation, parce que si en hiver, en Europe, t'as pas un toit et t'as pas des réserves de nourriture, t'es mort. Après, il y a de la nourriture. En Afrique, t'as tout le temps à manger, tu vois. Donc, l'Européen, lui, stocke, et l'Africain, lui, il n'a pas besoin. Mais l'Africain, lui, il doit thermoréguler. Donc, il thermorégule comment? En transpirant. Tu vois, il évacue la chaleur par homéostasie, tu vois, par homéostasie, par un principe passif d'évacuation de chaleur, par évacuation de transpiration. Donc, il perd des petites gouttes en permanence. Il y a beaucoup plus de glandes sudoripares, et il transpire plus que l'Européen, ce qui lui permet d'évacuer par évaporation l'excès de chaleur. Ce qui se passe, c'est que comme il évacue son eau, il boit beaucoup aussi, parce qu'il n'y a pas de problème en Afrique subsaharienne de l'Ouest, hein, il y a de l'eau plus qu'au Nord, alors que les Maghrébins en ont moins. Donc lui, il boit, il transpire, il boit, il transpire. Il transpire beaucoup. Le problème, c'est qu'il a des reins. S'il transpire beaucoup, il évacue moins d'eau par les reins. T'es d'accord? Ouais. Donc qu'est-ce qui se passe? Il arrive en Europe. Il fait froid, il fait plus de sport, des reins qui sont un peu plus paresseux, il se met à faire quoi? Rétention d'eau. Et donc, hypertension hydrique. Donc c'est pour ça que à chaque fois que tu vas à un sauna à Paris, dans la salle de gym, tu as tout le temps des noirs qui sont là, qui restent des heures au sauna, mais c'est comme s'ils éprouvaient une jouissance. Ah oui, ils éprouvent une jouissance parce qu'ils se libèrent de l'excès d'eau qu'ils n'arrivent pas à évacuer. Tu vois? Donc, et les médecins leur donnent des diurétiques. Mais je dis, mais les mecs, faites-leur faire du sport et mettez-les au sauna. Vous allez sauver des générations d'Africains qui vivent au nord, qui sont pas adaptés, tu vois, comme l'Africain, il est obligé de prendre en Afrique, en Amérique, on met du lait additionné de vitamine D, des fois pour les Africains, tu sais, des trucs comme ça, parce que le fait qu'il soit tout noir fait qu'il assimile moins la vitamine D par la peau, tu vois, il y a moins... Oui. Très intéressant, je m'excuse d'avoir interrompu. Diurétique, la plupart, 78% des culturistes professionnels prennent des diurétiques pour enlever de l'eau. Et surtout les noirs, je suis sûr que les noirs, les noirs, mais excuse-moi, les noirs, et parce que
c'est très rare où tu trouves quelqu'un qui vraiment maîtrise sa nutrition. Très, très rare. Et en plus, avec les stéroïdes, ils chamboulent tout leur métabolisme. Ah ouais. Tout. Et c'est pour ça que tu vois un mec intelligent comme Kegrin qui est d'une grande intelligence, hein, instinctif, tu vois, il est là, mais c'est un mec qui adore se passionner, qui est intelligent, qui instinctivement, c'est cardio relax, tu vois, qui transpire, on l'a tout le temps habillé, on se dit, mais il est ridicule habillé comme ça. Je dis, non, c'est un vrai champion qui doit se strier, il doit évacuer son eau. Il a compris que pour évacuer son eau, il doit transpirer. Il fait pas ça pour griller le gras, il n'en a pas du gras. Il fait ça pour dégager la flotte, parce que c'est un Africain subsaharien arrivé en Amérique. En Amérique, ouais. Et donc, alors, tu as un problème encore, qui est double problème en Amérique, c'est que, avec l'esclavage, parce qu'on en revient aussi à l'esclavage, les mecs, ils entassaient les noirs dans les bateaux. Alors, comme c'était des commerçants sans cœur, qui voyaient que le profit, ils mettaient, les mecs, ils en mettaient le double que ça pouvait supporter, il y avait la moitié qui mourait, qui se vidait, dysenterie et tout, et ceux qui ont survécu à la traversée des océans, il n'y avait pas assez à bouffer, il n'y avait pas assez d'eau, c'est ceux qui faisaient de la rétention d'eau et qui se déshydrataient pas assez, qui se déshydrataient pas tant avec les diarrhées et tout. Donc ceux qui survivaient, c'est ceux qui faisaient de la rétention d'eau, tu vois. Donc, double problème, ils sont africains, les Antillais, tout ça, les Africains subsahariens américains, les afrodescendants, tu vois. Et il y a eu une double sélection terrible lors de l'esclavage, où les plus résistants, ou ceux qui faisaient le plus de rétention d'eau, ont survécu à la traversée de l'Atlantique par les esclavagistes, tu vois, les mecs, les propriétaires de bateaux, les infâmes propriétaires de bateaux, tu vois. Donc, tu as des mecs qui ont encore plus de problèmes de rétention d'eau, tu vois, encore plus qu'en Afrique. Et ça, c'est typique des Antillaises, c'est une copine qui descend antillaise. Et c'est dû, justement, à ce passage-là, parce que l'Africain, il évacue moins par les reins, il évacue plus par la peau, l'eau, tu vois, l'excès d'eau. Donc, il faut leur dire, transpirez, faites du cardio, et puis un peu de sport, tu vois. Et c'est catastrophique pour eux s'ils ne font pas, tu vois. Donc on est encore dans l'évolution tout le temps en cours, et la sélection naturelle tout le temps en cours, on voit des adaptations qui sont encore là, tu vois, chez nos amis les afro-descendants, qui font de très beaux champions, mais qui ont aussi leurs problèmes, pas de problème de gras. Alors comme dit les Européens, eux, ils perdent toute leur masse musculaire, parce qu'il faut qu'ils évacuent le dernier gras, ils n'arrivent pas, tu vois, il leur reste un peu de gras sur les fesses, un peu du ventre, ils ont du mal à déstocker tout, tu vois. Donc c'est très très particulier, l'Européen aussi, tu vois. Et c'est pour ça que les Maghrébins, on voit pas mal de Maghrébins qui arrivent. Là, il y en a un qui est très bon, Olympia, là, comment il s'appelle, pas un Maghrébin, mais c'est un Égyptien, ou je me souviens plus, qui est énorme. Oh ouais, ça c'est Rami, c'est ça. Il est énorme. Il est énorme parce que lui, comme il est maghrébin, ou il est d'où, Maghreb, hein, je crois. Il est du Koweït, mais il est originaire, je crois, origine égyptienne qui vit, je crois, qui vit au Koweït. Voilà, qui vit au Koweït. Et alors lui, égyptien, il doit pas avoir ce problème de rétention d'eau qu'ont les Africains, plus pas ce gras qu'ont les Européens. Donc à la base, il est peut-être moins musclé qu'un Européen, mais comme il répond bien aux stéroïdes, il explose. Comme il n'est pas obligé de faire un régime drastique pour perdre son gras, il a une belle qualité musculaire, et en plus il fait pas rétention d'eau, tu vois. Donc ça fait un avantage énorme. Moi je me souviens, mes potes maghrébins, j'avais un copain là-bas algérien, je peux te dire qu'il avait une qualité musculaire énorme, et sans faire de régime. Il n'était pas obligé de penser régime comme un Européen. Moi je vois les Européens, ils sont dépressifs, on dirait des types têtes de sidérique, tu sais, sur un corps de bodybuilder quand ils arrivent au championnat. Alors que lui, ça va encore la tête, tu vois, il n'est pas descendu tellement en calories qu'il va crever, tu vois. Il y en a, ils arrivent sur scène, ils font une syncope, tu vois, les Européens. Parce que pour avoir la qualité musculaire, ils se détruisent, ils se flinguent, ben ils meurent de ça. Ça détruit, ils sont tellement en régime que ça détruit leur système de maintien, tu sais, leurs fils de collagène se détruisent, ils ont pas assez de collagène. Alors maintenant, on fait des suppléments de collagène, mais pendant des années, les mecs se sont massacrés en faisant juste blanc de poulet riz stéroïdes, tu vois, et hormones de croissance, et ils arrivaient avec destruction des tissus de collagène parce qu'ils en avaient pas assez, tu vois. Donc ils mettent problème cardiaque, tu vois, ils sont secs ils font des régimes, ils sont secs, et puis à 50 ans, ils te font une destruction d'un tissu d'un vaisseau ou d'ailleurs, parce qu'en fin de compte, la structure du corps, elle est en mauvais état parce qu'il manque de collagène, tu vois. Et ça, c'est terrible. Il y a eu beaucoup d'études sur le collagène, un sujet qu'on pourra vraiment aborder dans le futur, parce que je veux vraiment te parler de ça. Mais aussi, un des plus grands problèmes des culturistes en ce moment, c'est
le fait que personne n'est structuré. C'est très très rare où tu trouves quelqu'un qui fait ses devoirs, bien discipliné, bien sûr discipliné dans les entraînements et dans leur cardio, leur compétition, du côté savoir, la nutrition et comment connaître vraiment leur corps. La plupart, moi je le dis, hein, la plupart c'est expérience, hein. Ils savent pas combien de calories ils vont manger, ils savent pas combien de protéines lorsqu'ils commencent à perdre de la masse musculaire qu'ils doivent faire, et ils savent pas quand est-ce la chose que je dis aux culturistes qui débarquent maintenant, je leur dis la chose la plus importante pour vous, c'est d'essayer de récupérer après une compétition. Comment? Prenez des notes, organisez-vous, la discipline, le nombre de calories que vous avez besoin lorsque vous avez commencé à augmenter vos glucides, combien vos maintenance, votre déficit, calculez, regardez comment votre corps et réagit par rapport à votre nutrition, votre récupération après la compétition, comment qu'elle doit être graduelle, comment relaxer le corps, comment redémarrer. Même le ramadan, tu sais, le ramadan, j'ai dit à beaucoup de gens, il faut vraiment... Le ramadan, tout le monde veut s'entraîner. C'est un mois où il faut relaxer. C'est un mois où on commence à reposer le corps, les organes. Tu sais, ils ne savent pas encore et je vais décider. Combien de blessés au ramadan? Attends, le ramadan, il n'a pas été instauré dans l'islam par le prophète Mohammed, par Dieu, on va dire, derrière. Ouais. Hein, Dieu, il n'a pas été instauré pour blesser les gens et fatiguer les gens. Voilà, il a instauré pour éprouver les gens, les unir dans une épreuve qui n'était pas mortelle, en même temps les adapter à un climat rigoureux et à survivre dans le désert, quand des fois, comme c'était des voyageurs, donc c'était une épreuve physique qui te permettait d'unir en même temps, mais c'est pas là pour se détruire. Maintenant, je vois des mecs, ils s'arrachent des triceps au ramadan, ils veulent continuer à pousser, ils se font des déchirures. Arrêtez les mecs, le ramadan c'est relax, c'est un moment de convivialité. C'est ce que je leur dis, Et tu sais, c'est la première année où on a vraiment commencé à vraiment éduquer ces jeunes et partout, dans le Maghreb et les pays francophones, bien sûr, qui parlent, qui est des musulmans. Et je leur ai montré comment l'évolution, parce que j'étais l'exemple moi-même, comment je perds du poids. La plupart du temps, c'est un tout petit peu de muscle. Vous perdez beaucoup d'eau. Après une semaine, 2 semaines après le ramadan, tu reprends comme ça. Tu reprends parce que tes organes, tout est reposé, tu te relaxes spirituellement, physiquement. C'est la raison pour laquelle ton corps commence à régénérer tout à l'intérieur pour redémarrer. Et c'est ce qui se passe. Mais tu sais, ils sont obsédés par « Ah, je perds du poids ». Ils ne savent pas la différence entre perdre de l'eau et de la masse musculaire. C'est ça le problème. C'est pas grave. Faut se relaxer. Bien sûr. C'est ça, mais tu sais, il y a tous ces gens-là, si tu vas faire... Tu pousses léger, tu t'entraînes. Pendant un mois, tu ne fais rien, tu t'entraînes relax. Parce que attends, tu vas pas t'entraîner quand t'as pas bu quand même. Ça va, c'est bon. Tu t'entraînes après, peut-être le soir quand tu as remangé ou le matin quand tu te lèves. Après, il faut boire, il faut bien s'hydrater avant et après, tu vois. C'est tout, tu te réhydrates. Comme je disais, au ramadan, prenez surtout beaucoup de jus de fruits, jus de légumes centrifugés, tu vois. Un peu de protéines, mais pas trop, mais beaucoup de jus de fruits, jus de légumes centrifugés. Genre un grand litre, tu vois, que vous dirais bien le matin avant le lever du soleil. Vous allez péter la forme, vous n'aurez pas besoin de boire toute la journée. Et vous aurez les vitamines, les micro-éléments, tout ça. Et les gens, c'est naturel et bio. Et les gens, c'est parce qu'ils focalisent, la plupart des musulmans, partout dans le monde, ils ont j'ai pas d'énergie. C'est pas à cause du ramadan, c'est à cause de la bouffe que tu manges la nuit. Ah oui. Beaucoup de sucre, beaucoup de trucs pas bons pour le corps et tout. Parce que notre prophète, il mangeait rien. Hein. Il mangeait un tout petit peu. Hein. Un petit peu. Ouais. Et en plus, il faut savoir que comme c'était le sud de l'Arabie, les journées sont moins longues aussi. Hein. Ouais, donc, c'est le vrai ramadan. C'est le vrai ramadan. Pas le ramadan qu'on a ici. C'est les vacances. Là, t'as un ramadan de dingue qui dure en hiver maintenant. En été, là, pas en hiver, mais en été, il dure 18 heures. 18 heures, mais c'est un truc de dingue. Je veux dire, attendez les mecs. C'était instauré par le prophète pour la région où il était. Tu vois, c'était un truc pour unir les tribus. Et puis le soleil se couche beaucoup plus tôt puisqu'on est proche de l'équateur. Tu vois, plus proche quand même. Tu vois, donc c'est pas la même chose. Et le climat n'est pas le même en plus. Tu vois, il y avait traditionnellement dans ces pays, on sort pas la journée, on sort le matin et en fin de journée. Donc on restait la journée à l'ombre chez soi et on faisait pas nos affaires. Et on sortait le soir à ce moment-là.
on avait éprouvé toute la journée, on avait fait 2-3 trucs, mais pas de trucs fatigants. Alors que maintenant, les mecs, ils sortent, ils vont bosser toute la journée parce qu'ils ont des rythmes d'Européens. Et un Européen, il bosse la journée, tu vois, quand il y a la lumière, tu vois, parce que des fois, l'hiver, le jour tombe tôt. Donc, on se retrouve avec une épreuve qui est très très dure en Europe, tu vois. Donc, les mecs, relaxez-vous, c'est où? Moi, si j'étais président en France, je dirais, écoutez, pour les musulmans, ben, on va faire la possibilité de ne pas travailler, on prendront les vacances, tu vois, la période de Ramadan, pour pouvoir justement être plus performant, pas avoir à travailler comme des malades le matin, tu vois, faciliter le travail des gens. Et puis pour les Européens, pour les catholiques, on fait autre chose, tu vois, histoire de faire que les gens vivent ensemble, tu vois. C'est ça c'est notre sujet que je vais aborder avec toi dans le futur. Enfin, j'espère qu'on a tout couvert. Je veux vraiment faire encore plus de vidéos avec toi. Il y a plein de trucs à faire. Tu vois, sur l'européen, c'est vraiment intéressant de voir l'européen par rapport à Néandertal, par rapport aux adaptations climatiques, au froid. Tu vois, nous, les sapiens, on n'est pas vraiment sapiens, c'est des noms qu'on a donnés. Ouais. Européens, on est monté au nord. Il y a entre 100 et 40 000 ans, il y a une expansion énorme. On a rencontré les Néandertaliens et les Néandertaliens nous ont donné, il faut remercier quand même aux Néandertals de nous avoir donné les gènes pour nous adapter au froid. Autrement, on aurait payé le prix fort de l'adaptation au froid en ayant beaucoup de morts. Donc ces métis, les métis néandertaliens, il n'y en a pas eu beaucoup, mais c'est ceux qui ont été les plus vigoureux. Et c'est les métis néandertaliens, les enfants des métis néandertaliens qui se sont répandus le plus dans les communautés sapiens, en permettant aux sapiens de s'adapter au froid avec des morphologies particulières au nord. Donc, tu sais, c'est gros, je le refais encore, c'est grosse cage thoracique large pour loger des grands poumons, pour pouvoir chauffer, hein, pour pouvoir du comburant, donc l'oxygène, ces adaptations froides qui sont aussi des réserves de gras dans le ventre. Les Néandertaliens, ils ont un gros ventre, hein, ils avaient un gros ventre plein de gras. Il devait aussi avoir du gras extérieur, il ne devait pas être très esthétique à voir, mais comme il est très froid, ça devait être très important. Plus ils avaient, on s'aperçoit maintenant qu'ils avaient les membres courts, des gros mollets, il devait y avoir des gros mollets, comme nous les Européens, comme on voit encore maintenant un peu partout. Hein. Et ils avaient en plus, alors il y a une découverte qu'on a faite, ils disent oui, ils avaient des gros yeux, parce qu'ils avaient des grosses orbites. Alors, erreur, c'est encore une erreur des chercheurs, parce que moi, je suis très fort là-dedans, ils ont oublié d'aller me voir, de venir me voir, ils n'ont pas des gros yeux, ils avaient des grosses orbites, hein, pour mettre du gras qui entourait les yeux, pour protéger les yeux du froid. Ils avaient les yeux de la même taille que les copains. Tu vois, ils devaient même peut-être avoir un peu les yeux peut-être légèrement bridés, on ne sait pas, mais ils avaient du gras autour. Ça, les mecs, les chercheurs sont trop, tu sais, omnibulés, ils sont très forts, mais ils sont trop sur le détail. Alors que moi, je suis un mec, par mon dessin, j'étais par le détail, mais j'ai une espèce de vision globale qui me permet de voir tous les trucs. Donc voilà, pour les Néandertaliens, tu vois, c'était très particulier, mais nous, on n'a pas hérité de ces yeux-là. Peut-être les Asiatiques les ont irrité peut-être un peu les yeux, au moins du gras autour des yeux des Néandertaliens. En tout cas, il y a des adaptations. Donc tu vois, les Européens ont des morphologies particulières. Oh merde, il y a plein de trucs que je voulais expliquer, mais ça me... On fera d'autres vidéos, ne t'en fais pas. On commence, on s'échauffe là. Mais tu vas écrire un bouquin sur ça. Il faut que oui, j'ai écrit un bouquin sur l'évolution humaine. Okay. Et je la déconnecte pas de Dieu, si tu veux, parce que le problème, c'est que les gens ils disent on n'est pas des singes. Je dis mais non, pas des singes. On n'a jamais été des singes, non. Nous sommes des hommes. Tu vois, je dis tout le temps, on est des hommes. Mais l'évolution fait que pour être un homme, faut monter dans les arbres, redescendre au sol, aller dans la savane, et là, on libère les bras, hein, parce que dans la savane, on était plus frugivore, on mangeait des feuilles, et là, dans la savane, il n'y a rien à bouffer. Il n'y a pas de végétaux, très peu, hein, c'est des végétaux avec des fibres de cellulose, donc on ne peut pas les digérer, on a un grand intestin, donc on devient carnivore, hein, par obligation plus carnivore, comme les australopithèques mangeaient plus de viande, donc on a une grosse mâchoire, c'est en particulier, mais c'est surtout ce qui se passe en savane, c'est qu'en savane, on devient des hommes. On devient des hommes à l'image on devient des hommes, réellement un homme avec un grand H. On n'est plus un singe, si tu veux, on est un primate, mais on devient un homme. On devient un homme, pourquoi? Parce qu'on a le langage qui apparaît à ce moment-là. Pourquoi? Parce que quand on est dans la grande plaine